Bonsoir mesdames et messieurs. Merci David de me donner cette occasion. À la vérité, je me suis senti un petit peu piqué, un petit peu provoqué par la question de David. Le CFO existera-t-il toujours? Et j'ai pensé que je ne pouvais pas me dérober. C'est une question qui est effectivement pertinente, en tout cas, c'est pour ça qu'elle m'a piqué. C'est parce qu'avec l'évolution des pratiques, l'évolution des IFRS, l'évolution de l'intelligence artificielle, on peut se poser des questions s'il n'y a pas un certain nombre de choses qui deviennent automatiques. En anglais, on appelle ça « tick the box » ou bien « cocher les boîtes ». Et il y a une partie, effectivement, de notre travail qui devient quelque chose de tout à fait automatique. Et une partie, d'ailleurs, qui peut être automatisée. Et on automatise de plus en plus. Et c'est pour ça que ça peut faire peur, parce qu'il y a même des décisions qui sont automatisées. Et ça arrive. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que le CFO va disparaître ou pas? Qu'est-ce qu'il va devenir? On va s'interroger ensemble, tous ensemble, sur qu'est-ce qui fait le métier du CFO, à quoi il sert. J'ai envie de répondre tout de suite à la question en disant évidemment qu'on aura toujours besoin du CFO, ne serait-ce que parce qu'il gère les risques. Mais je crois que c'est intéressant d'aller pas à pas et de regarder ensemble les décisions du CFO, quelles sont les décisions qu'il prenne. Il y a des décisions qui sont prises, qui sont son apanage, on va le voir, des décisions qui sont partagées. Qu'est-ce que c'est que diriger des équipes d'experts? Le management d'experts, ce n'est pas pareil qu'un management normal. Comment le métier évolue? Quel profil pour le métier de CFO actuellement et pour différentes entreprises? Comment aider les opérationnels? Parce qu'un CFO, il est là aussi beaucoup pour aider les opérationnels et faire en sorte que son entreprise réussisse. Les relations avec le board et les marchés financiers qui sont très importantes. Il ne faut pas oublier qu'un CFO, ça a des valeurs spécifiques. Donc on va en parler. J'aimerais bien en discuter parce que peut-être qu'il en manque. Et c'est en discutant qu'on arrive à voir si on se comporte correctement ou si on a oublié quelque chose. On peut s'améliorer tous les jours. Et puis je finirai par ce que nous apporte la communication externe. Donc quand vous allez suivre cet exposé, ce sera mon seul slide, sauf le dernier sur la conclusion. Vous pourrez suivre ces différents paragraphes. Donc la question de la disparition du directeur financier, je pense qu'elle se pose partout, on automatise. Et on automatise énormément. Et là où on robotise, ça s'appelle la robotisation administrative, on peut vraiment se poser une question parce qu'on va arriver à l'augmentation des capacités du directeur financier. On est tous des augmentés. On a tous des prothèses, des prothèses auditives, des prothèses pour marcher. Mais un vélo, finalement, ça augmente nos capacités. Une voiture, un avion, ça augmente nos capacités. Donc, il n'y a rien de nouveau là. Le CFO augmenté, ça existe, effectivement. On va le voir avec des ERP, avec des outils dits de business intelligence. Pardon de ne pas avoir traduit ça, mais des outils qui vont analyser automatiquement, qui vont apporter un certain nombre de données. Donc, on est tous augmentés. Mais la question de fond qu'on va se poser durant tout cet exposé, c'est qui décide? L'homme ou la machine? Et il y a beaucoup de cas, maintenant, de plus en plus, où il est exact que la machine va décider automatiquement. Et là, il faudra faire attention, parce qu'on arrive dans la voie passive. Il a été décidé que, on a décidé que, ça, c'est la machine a décidé que, c'est pareil. Tandis que moi, personne responsable, j'ai décidé que, c'est différent. On n'a pas la même prise de responsabilité. Donc on va regarder à travers tous ces métiers de la finance, dans quel cas on peut traiter ça avec la voie passive et dans quel cas on a besoin d'une personne qui a une conscience et cette personne qui va prendre des décisions et répondre de ces décisions. Donc on va les balayer et on va dessiner, si je puis dire, le portrait robot du CFO, paradoxalement, à la fin, pour se dire qu'est-ce qui pourrait bien devenir, sachant que tout ce que je vous dis, vous pouvez être absolument pas d'accord avec moi et vous aurez peut-être raison. Et c'est une manière de voir le CFO aujourd'hui qui vient de mon expérience dans plusieurs secteurs et également une perception de ce que va être l'avenir pour le CFO.
D'abord, parmi les décisions du CFO, il y en a qui sont sans partage, qui sont son apanage. Et là, vous vous doutez bien, objectif cash, le patrimoine, hein, les décisions patrimoniales, elles retombent sur le CFO. Et bien sûr qu'il les partage avec son directeur général, qu'on va appeler le CEO, mais c'est quand même son apanage, c'est lui qui va décider là-dessus. Est-ce qu'on va accepter des délais clients plus longs? Est-ce qu'on va accepter des stocks plus longs? Est-ce qu'on va posséder notre immeuble? Est-ce qu'on va le louer? En général, c'est le directeur financier qui a une voix prépondérante dans ce domaine-là. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les taxes dans le monde entier, le controlling, la comptabilité, la présentation des comptes, la manière de les présenter, la manière de faire un reporting des comptes, c'est important. Quels sont les segments qu'on va présenter? Comment on est contraint par IFRS 8 pour les présenter d'une manière et pas d'une autre? Ou comment on peut s'arranger avec l'IFRS 8, ce qui n'est pas facile pour un robot, évidemment. La stratégie aussi, la stratégie financière, les activités, la présentation des activités, l'audit aussi, qui est normalement aussi dans l'escarcelle du CFO, pas toujours, mais évidemment, en général, sous le contrôle du comité d'audit ou sous le contrôle du président du board, ce qui est important pour garder une gouvernance qui soit saine. Ensuite, la structure financière, combien de fonds propres, combien de dettes, de quoi peut-on se permettre? Est-ce qu'on veut être vraiment averse au risque ou est-ce qu'on est prêt à prendre des risques? Comment le levier financier de la dette va nous permettre d'avoir une relution du résultat, c'est-à-dire un résultat par action plus important parce que les frais financiers sont moins importants. Aujourd'hui, c'est une question qui est bien posée. Quand vous avez des taux d'intérêt qui sont pas loin de 0%, le levier de la dette peut vous aider certainement à avoir plus de résultats par action, mais aussi avec plus de risques, bien entendu. Donc, le directeur financier doit peser et trouver la bonne limite. Et la bonne limite, il n'y en a pas. La bonne limite va dépendre de beaucoup de choses. Elle va dépendre de l'aversion au risque de ses actionnaires, de son conseil d'administration. C'est une des choses les plus importantes à discuter, on va en parler. Il y a également la gestion des risques. Rien qu'en risque de change, vous avez au moins 3 risques différents. Si j'ai 1 million de dollars ou 100 millions à recevoir d'un client ou à payer un fournisseur et que je suis basé en euros, il est évident que j'ai un risque et que si je ne les ai pas achetés d'avance, je cours un risque, ce qui équivaut tout simplement à spéculer, c'est-à-dire à les avoir vendus à découvert ou à les avoir achetés. Mais il n'y a pas que ce risque-là qui est tout simple, qu'on appelle le risque de transaction. Il y a le fait de posséder des actifs dans un pays, avec la question, est-ce que je vais les garder longtemps? Auquel cas, il faut les regarder comme des cash flows futurs. Ou bien, est-ce que je vais les vendre? Est-ce que je vais vendre mon usine en Californie? Auquel cas, oui, je suis exposé parce que les dollars que je vais toucher, ça fera plus ou moins en euros. Et puis après, il y a les fameux cash flows à long terme, qu'on appelle cash flow exposure. Et là, ceux-là, jusqu'où vous allez les couvrir? Et là, évidemment, c'est un peu mathématique. Il y a les élasticités, parce que si jamais le dollar monte, mais que vos prix vont baisser en dollars, parce que vos concurrents ne sont pas basés aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas pareil que si vous faites face à des concurrents aux États-Unis. Donc, c'est assez technique. Et là, il n'y a que le CFO et le CFO qui doit expliquer à ses collègues opérationnels, expliquer à son patron, voilà ce qu'on va faire, ce sont vos cash flows que je vais couvrir, donc on va les couvrir ensemble. Il faut que vous soyez d'accord. Donc je vais vous expliquer, on va en discuter. Et quand vous allez prendre des décisions, vous allez en tenir compte. Parce que vous allez peut-être facturer un client en dollars, vous allez le facturer en euros, c'est pas pareil. Donc on va en parler, on est là pour vous aider. On est une finance au service des opérationnels d'abord. La compliance, c'est un dû. On ne peut pas, absolument pas faire de compromission avec ça. On met la compagnie en danger. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça l'était il y a 10 ans. Je vais prendre un seul exemple, pour ne pas vous prendre trop de temps. Ce qu'on appelle les denied parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire BNP fait du business en Iran avec une entreprise française.
le business est dénominé en dollars. Eh bien, les Américains décident que puisque la transaction a eu lieu en dollars, sans même être jamais passée aux États-Unis, sans avoir rien à voir dans le produit avec quoi que ce soit de recherche aux États-Unis, eh bien non, on va réclamer une dizaine de milliards de dollars parce que vous tombez sous le joug des lois américaines. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Vous travaillez avec quelqu'un au Soudan, par exemple, ou ailleurs, ça peut tuer votre entreprise. Vous pouvez avoir une amende épouvantable parce que, comme vous avez des activités en Angleterre, eh bien, les autorités anglaises vont vous attaquer. Bien sûr, il y a les autorités européennes, on n'en parle même pas, puisqu'on est en Europe. Mais c'est extrêmement dangereux. Il faut utiliser des logiciels qui vous permettent de gérer ça. Donc, la compliance, entre guillemets, la gouvernance, la compliance, c'est-à-dire le respect des lois, et pas seulement des lois des pays dans lesquels vous travaillez, des lois des autres, eh bien, vous devez y faire très, très attention. Et là, pour le CFO, pas de compromission, certainement. Et puis, là, évidemment, la communication financière, c'est la responsabilité du CFO. Là aussi, comme me disait un de mes amis qui était un CFO aussi, c'est de la nitroglycérine. Un mot de trop, et vous pouvez perdre 20% ou vous pouvez faire monter le titre de 10%. Il faut faire très, très attention d'être bien compris. Et là, vous êtes un responsable. Ce n'est pas un robot qui peut être responsable, ce n'est pas un robot qui peut dialoguer avec les marchés financiers. C'est beaucoup trop dangereux. Vous savez, chez Gemalto, on s'est payé 4 profit warnings, 4 avertissements sur résultat en 9 mois. Eh bien, un robot, il aurait fait quoi? Il en aurait fait un, on tick the box, ou il en aurait fait 10. Parce que les choses se sont développées petit à petit. Mais ce n'est pas évident du tout. Je ne vois pas du tout un robot décider sur les avertissements sur résultat. Il y a une appréciation subjective du consensus du marché, de ce qu'il a compris. Est-ce qu'on est décalé? Est-ce qu'on n'est pas décalé? Il y a une appréciation du bien et du mal. Il y a une appréciation de situation. Même en intelligence artificielle, c'est beaucoup trop compliqué à imaginer, même avec une machine qui travaille avec un système d'apprentissage. C'est beaucoup trop difficile. Alors l'évolution du métier, donc, c'est quoi? C'est les capacités augmentées. Bien sûr que vous avez vu tous Internet, les mails. Moi, je pense que ma capacité, mon efficacité s'est multipliée par 4 avec l'arrivée des emails. Je l'ai immédiatement réinvesti. Et puis, j'ai plus de vacances. C'est 1 heure, 1 heure et demie d'email tous les jours parce qu'il faut répondre tout de suite, toujours. La culture a changé. L'email, je suis en vacances et dans un pays sans connexion et je ne pourrais pas vous répondre, enfin c'est en anglais, avant tant de jours, ça n'existe pas pour un CFO, c'est impossible. C'est à la retraite qu'on pourra avoir des vacances normales. Et puis il y a les calls en plus. Donc d'un côté, on est augmenté et d'un autre côté, on vous demande aussi d'être un surhomme. On ne peut plus mettre dans les mêmes chaussures les mêmes personnes. Malheureusement, il faut résister. Vous avez une vitesse des marchés, de développement des marchés qui exige d'être présent aussi à tout moment, de surveiller ce qui se passe. Vous avez évidemment le Reuters dans votre poche, vous avez tout sur votre téléphone portable. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous abstraire de ce qui se passe parce que ça continue sans vous. Et il y a des pays où il n'y a pas de vacances et puis c'est ainsi, on n'y peut absolument rien. Alors les ERP, les Business Intelligence Cubes, qui vous permettent de remettre des données dans un format qui vous permet de les analyser très rapidement, voire de sortir des conclusions automatiques, les outils de présentation, ça aussi, ça fait gagner énormément en efficacité, mais c'est une efficacité qu'il faut réinvestir. Il faut la réinvestir dans l'explication, dans le travail en équipe avec des opérationnels. Pourquoi? Pour prendre les meilleures décisions. Et prendre des décisions, ça veut dire prendre des risques. Et pour moi, c'est vraiment le socle de la réponse à la question d'aujourd'hui, c'est la gestion et la prise de risque. La comptabilité, c'est devenu un processus industriel, et évidemment, ça a complètement changé, c'est optimisé, c'est un système d'information comme un autre, il n'y a pas que la comptabilité. On va en sortir des indicateurs, il y a des indicateurs avancés.
Je pense qu'il faut faire aussi très attention à la définition de l'entreprise. Une entreprise, autrefois, c'était une forteresse. C'était nous et les autres. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec des avocats, vous travaillez avec des consultants, vous travaillez avec des personnes externes à l'entreprise sans qui vous ne pourriez pas atteindre vos objectifs. Et ces personnes-là font partie du réseau, font partie de l'équipe. Vous êtes seulement un morceau de la chaîne de valeur pour réaliser un projet beaucoup plus grand que ce que délivre l'entreprise elle-même. Et ça aussi, ça a changé énormément. Et il faut comprendre aujourd'hui les concepts de partenariat, les concepts de travail en réseau. Ça me paraît très important. La pertinence des indicateurs de gestion également évolue très vite. Et effectivement, on arrive de plus en plus à des indicateurs avancés. Ça, c'est très intéressant. Et l'intelligence artificielle nous permet de mesurer leur pertinence, leur efficacité et d'être beaucoup mieux conseillés. Ceci dit, ça n'a rien de nouveau. Quand j'étais chez Michelin, il y a longtemps, je me souviens qu'on regardait les ventes d'activités du pneu poids lourd parce que ça représentait bien l'activité, pour essayer de dessiner si le franc français allait monter ou baisser. Est-ce que l'activité en France montait ou pas? C'était un indicateur avancé. Ça existe. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais c'est peut-être beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatisé. Et puis, ça se teste soi-même pour s'affiner et puis pour suivre l'évolution, parce que des choses qui sont pertinentes hier ne le sont plus aujourd'hui. Alors, la gestion des risques devient beaucoup plus détaillée, beaucoup plus sophistiquée grâce à tous ces nouveaux indicateurs. On va sentir de beaucoup plus près la mutation de l'entreprise et de ses activités. Moi, comme directeur financier, je dois ajuster la structure financière à l'évolution. Par exemple, Gemalto a beaucoup évolué de 5% de software il y a à peu près une dizaine d'années. Elle est maintenant dans les 35%. Eh bien, on ne finance pas une société de software comme une société de hardware. C'est différent. Ce n'est pas les mêmes cycles. On a un effet de diversification également dont il faut tenir compte. Donc, on doit sans arrêt réagir, on doit être agile, on doit s'adapter, on doit suivre. On ne peut pas dire « je fais comme autrefois ». Alors, autrefois, comment on faisait pour une structure financière? On se disait pour les sociétés comme la nôtre, c'était toujours, on pouvait emprunter jusqu'à 3 fois, 4 fois l'EBITDA en dette nette. D'accord? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, mon risque a changé, donc je suis obligé d'être capable de calculer mathématiquement ma structure financière, parce que mon entreprise change, parce que l'environnement change. Donc il faut un pilotage de plus en plus serré, de plus en plus difficile. Et pour ça, eh bien, on va suivre des indicateurs de risque, et notamment externes. Par exemple, la volatilité du cours de bourse. Par exemple, les spreads sur les CDS. Par exemple, les spreads sur les emprunts. Et puis, on va même se retrouver avec des indicateurs qui vont être contradictoires. Il va falloir savoir trier, quelle que soit la robotisation que vous avez fait de l'analyse de ces indicateurs. Il va falloir toujours avoir quelqu'un qui regarde avec son bon sens. Parce que le robot n'a pas de bon sens. La voie passive n'a pas de bon sens. C'est l'homme qui a du bon sens, pas la voie passive. Alors, quel profil de CFO en face de cette complexité aujourd'hui? Vous avez des gens qui viennent de la trésorerie, c'est pour ça que j'en parle en premier, puisque moi, ma colonne vertébrale, c'est la trésorerie. J'ai toujours regardé les contrôleurs en disant « Messieurs, c'est moi qui vous apporte le coût de l'argent. C'est moi qui vous apporte le risque tel qu'évalué par les marchés financiers. C'est grâce à ça qu'on peut définir un contrôle de gestion qui va au-delà d'une règle de 3. » C'est quoi? C'est un de mes collègues, il y a pas loin de 35 ans, chez Michelin, qui me dit « Jacques, écoute, moi je vends les pneus Euromaster et on me demande une marge opérationnelle qui est la même que celle des fabricants. Les fabricants, ils ont une marge opérationnelle de 10%, 8-10%, et moi on me demande la même chose, mais moi je fais du 4%, mais j'ai un retour sur capitaux employés qui est beaucoup plus élevé.
Parce que d'abord, moi j'ai des capitaux employés moins lourds, j'ai des stocks, j'ai des clients. Eux, ils ont des machines qui durent 30 ans, ils ont des usines, ils ont des terrains. Alors, comment on fait? C'est de là qu'est partie une réflexion, justement, pour avoir des exigences de rentabilité qui pèsent sur les opérationnels, qui vont dépendre de leurs risques réels et qui vont dépendre aussi du montant de leurs capitaux employés. Mais le montant des capitaux employés ne suffit pas. Si vous financez un goodwill d'acquisition, c'est très risqué. Si vous financez des machines qui durent 30 ans, c'est plus risqué que de financer une créance client qui dure 3 mois, en général. Pas toujours, mais sauf si elle est presque en faillite. Mais en général, oui. Donc c'est pas pareil. Donc il faut être capable d'avoir des outils qui permettent de faire ce discernement. Donc le contrôleur, il a besoin aussi d'une formation au marché financier. Il a besoin de comprendre ce que c'est que le risque, et il peut devenir CFO. Les fusions-acquisitions également, vous avez des gens qui viennent de là, qui sont extrêmement agiles, qui ont vu des tas de choses. Et il faut aussi, bien sûr, des qualités de communication, de leadership, leader d'opinion, de conscience, de conviction, en face, bien sûr, des marchés externes, mais en face de nos collègues opérationnels à l'intérieur de l'entreprise. Pour ça, il faut de l'expérience, un sens des marchés, de l'intuition, le rationnel, la capacité d'écoute. Et ça, c'est en plus des capacités, bien sûr, du CFO augmenté. Alors, celui de demain, le CFO de demain, c'est horrible, parce qu'autrefois, c'était un comptable, le CFO, vous vous souvenez? Après, c'est devenu le contrôleur de gestion. Après, on a compris qu'il fallait être un peu plus sophistiqué mathématiquement que la règle de 3, à partir des risques rentabilité dont on vient de parler. Eh bien, le CFO de demain, c'est qui, à votre avis? C'est un comptable. C'est pas une blague. Pourquoi? Parce que la comptabilité a changé complètement pour une comptabilité financiarisée avec les IFRS. Les IFRS, c'est pas rien, parce que vous croyez que je connais tous les IFRS, peut-être, mais quand je demande aux partenaires auditeurs qui signent nos comptes une question particulière, est-ce que vous croyez qu'il me répond? Non. Il appelle son bureau technique, et là, on lui passe la personne qui s'occupe de la norme IFRS 2 ou IFRS 3R ou IFRS 8, et il va faire une longue étude avant de me répondre. Mais ceux qui dominent les IFRS, et ça c'est assez grave dans notre discussion, eh bien ils sont formatés. L'IFRS formate. En IFRS, on légifère sur l'évaluation. Évaluer une option, évaluer ce qu'on appelle une fair value, c'est-à-dire la vraie valeur d'un bien. L'IFRS va vous formater. Donc le comptable de demain, c'est un homme qui maîtrise parfaitement les IFRS et qui a été formaté financièrement à utiliser certains modèles. Je peux critiquer ces modèles. Je pourrais vous expliquer pourquoi les modèles stochastiques, genre Black & Scholes et autres, ne sont pas adaptés à pouvoir évaluer une stock option. Tout simplement parce que les prémices du modèle qui sont qu'on peut se couvrir sur le marché ne sont pas remplies, puisque tant qu'elle n'est pas entre guillemets vested, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas acquise, ma stock option, parce qu'il y a un certain nombre de paramètres, eh bien je ne peux pas me couvrir. C'est ridicule d'utiliser ces modèles et on nous demande de le faire. Donc oui, les IFRS sont perfectibles. Oui, parce que les IFRS sont perfectibles, il y a ce qu'on appelle des non-GAAP. C'est-à-dire, on va mettre un résultat opérationnel récurrent, non récurrent, un ROC par exemple, ou bien chez nous un Profit from Operation, qui va être différent de ce qu'on appelle l'EBIT, c'est-à-dire un résultat opérationnel simple. Pourquoi? Parce que les IFRS aujourd'hui ne rendent pas bien compte de l'activité de l'entreprise complètement et ont besoin d'être améliorées, et elles le peuvent. Donc, on est en train de parler d'un formatage, on est en train de parler de l'avenir du CFO qui risque d'être quelqu'un qui maîtrise complètement les IFRS et qui est donc complètement formaté. Donc il y a un risque de conscience, il y a un risque de cocher les cases,
chez le nouveau CFO de demain, il faut bien l'admettre. Mais en fait, dans les qualités du CFO aujourd'hui et demain, je pense que les qualités de manager vont rester prépondérantes. Pourquoi? Parce qu'on manage des experts. Et manager des experts, ce n'est pas du tout pareil que manager une usine, que l'armée. On a managé des experts. Les experts, ce sont des divas. Moi, j'ai été une diva autrefois. J'étais le plus fort dans mon domaine. En trésorerie, j'étais très fier de moi. Il n'y a personne qui comprenait ce que je faisais. Les dérivés, j'étais très bon, je pense. Enfin, et j'étais très fier, très orgueilleux. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai avec moi des experts qui sont plus forts que moi. Et je me rappelle, comme j'ai fait souffrir mon directeur financier quand j'étais jeune, et je me dis, c'est bien fait pour toi ce qui t'arrive aujourd'hui. Donc, j'ai des experts plus forts que moi, qui ont leur frustration. Ce sont des divas. Celui qui fait la communication financière, je lui demande non seulement d'expliquer au marché, mais je lui demande de ramener du marché les informations. Pourquoi? Parce que quand je suis en face d'un investisseur, eh bien, c'est terrible, parce que nos investisseurs sont des investisseurs spécialisés. Donc, il connaît mieux mon écosystème que moi. Il a confessé les GAFA, les Google, les Facebook et nos clients, Apple. Il a confessé mes fournisseurs, STMicro, Electronics, ceux qui nous fournissent des puces et autres. Donc, il connaît l'écosystème, l'environnement mieux que moi. Et moi, j'arrive devant les investisseurs, penauds, en faisant attention à sa question, parce qu'il sait des choses que je ne sais pas. Et il va me donner des conseils. Et il va me dire, pourquoi vous n'achetez pas telle société? Pourquoi vous ne revendez pas telle activité? C'est très intéressant. Et donc, mes investor relations, je leur demande de ramener à l'intérieur de l'entreprise tout ce qui peut nous aider à construire la stratégie. C'est très, très important. Alors, ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'on ne les écoute pas. La chef des impôts, des taxes chez nous, qui s'occupe des taxes dans le monde entier, eh bien, régulièrement, il y a un pépin, il y a un contrôle fiscal. On a fait quelque chose de travers et on se fait gauler par le fisc. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit, ah, si on m'avait appelé avant, ça ne serait pas arrivé. Messieurs, quand vous faites quelque chose, vous mettez en place une société dans un pays, une filiale ou un établissement stable, si vous ne m'appelez pas, ça ne marchera pas. Or, vous m'appelez jamais. Voilà ces frustrations, il faut les gérer. La frustration du contrôleur de gestion. Mon chef, je lui montre les chiffres, je lui dis ce qu'il faut faire, et il ne le fait pas. C'est la même pour le CFO d'ailleurs. Ça, c'est une frustration. Donc, ces personnes ont chacun une frustration. Le comptable, vous savez ce qu'il dit, le comptable? Mes chiffres. Mais c'est mes chiffres. C'est moi qui ai fait les chiffres. C'est mes chiffres. Qu'est-ce qu'ils font avec mes chiffres en communication financière? Ils ne les présentent pas comme je voudrais. Qu'est-ce qu'ils disent avec mes chiffres? C'est moi qui devrais présenter mes chiffres. C'est mes chiffres. Vous voyez? Donc, lui, il est très compétent. Il est plus compétent que moi. Mais ces gens-là, il faut les gérer. Donc, c'est quand même particulier. Vous ne les gérerez pas avec un robot. Il faut comprendre leurs attentes. Il faut s'en occuper. Il faut les bichonner. Il faut leur expliquer à quoi ils servent. Comment ils créent de la valeur chez nous. Et puis, il faut aussi, de temps en temps, les remettre dans le droit chemin. Parce que c'est... Par exemple, vous embauchez un comptable qui a été chez un Big Four pendant 15 ans, vous pouvez être certain qu'il faut lui apprendre quelque chose en management. Et il va y arriver. Mais le management dans une entreprise, ça n'a rien à voir avec celui qu'on a chez un consultant, par exemple. Donc, vous le savez, vous embauchez quelqu'un qui est très compétent, vous avez la compétence technique, vous avez le comportement. Pour moi, ce n'est pas ce que je pensais il y a 25 ans, là, quand j'étais groupe trésorier, et que j'étais si fier de moi. Je pensais que ce qui était important, c'était la compétence technique. Et bien pour moi, maintenant, la compétence technique est aussi importante que le comportement. Sinon, vous ne passez pas, entre guillemets. Vous n'arrivez pas à faire passer vos idées. C'est ça qui est important. Justement, pour faire passer vos idées, il faut aider les opérationnels. On a un rôle très important dans toutes les décisions qui sont prises. Les décisions d'investissement, les décisions accorder un crédit client. Si vous voulez que je vous explique
c'est un petit peu compliqué, mais on ne va pas financer un besoin en fonds de roulement comme on va financer des actifs. Il faut expliquer. Chez Michelin, chez Gemalto, ce sont ce qu'on appelle des boîtes d'ingénieurs. Donc qu'est-ce que fait un ingénieur quand vous lui amenez une machine? Il la démonte et il regarde. Quand un financier arrive devant un ingénieur et lui dit c'est comme ça coûte tant de financer une machine, il dit explique-moi. Alors on lui explique. Par exemple, il vient, il me dit il y a tel client, il nous paye à 1 mois. Et il a dit que si nous payait à 3 mois, eh bien il nous donnerait plus de business et une meilleure marge. Qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, le financier flic, il dit non. Il dit non, non, 1 mois pour tout le monde. Celui qui réfléchit au risque, il se dit ah, eh bien, plus de risques, plus de fonds propres. 3 mois, c'est plus risqué qu'1 mois, n'est-ce pas? Donc, 3 mois, ça mérite plus de risques. Alors, il y a une solution, monsieur l'ingénieur. Je mettais 10% de fonds propres et 90% de dettes, comme les ratios de Bâle, en face d'une créance client à 1 mois pour un risque moyen. Eh bien, pour 3 mois, ce n'est pas 3 fois le prix. En fonds propres, c'est 10% racine de 3. Et il y aura moins de dettes. Et donc, ça va être beaucoup plus cher. Et voilà comment je vais calculer. Parce que les lois de probabilité se composent avec la racine carrée du temps. Je vais expliquer à l'ingénieur mathématiquement comment ça se calcule. Et là, il va être d'accord. Et puis, on va faire un prix pour donner, avec une créance client à 3 mois. Il va nous payer à 3 mois, mais il va nous donner de l'argent en face. Il va nous en donner, si possible, beaucoup plus que ça ne le mérite, parce qu'on sait calculer combien ça coûte. Voilà un exemple, comment aider les opérationnels. Les opérationnels, il faut les aider en challengeant, en posant des questions et en les aidant à comprendre. Sinon, on les prend pour des imbéciles. Et c'est ça qu'ils aiment. Ils ont besoin de cette pédagogie du risque. Et quand vous expliquez plus de risques, plus de fonds propres, les fonds propres, ça coûte tant, les dettes, ça coûte beaucoup moins, eh bien, il comprend qu'il faut plus de fonds propres pour des machines qui durent 30 ans que pour une créance client qui dure 1 mois ou 3 mois. C'est tout à fait évident. Alors, il faut les aider aussi à travailler sur les processus. Il faut les aider à quantifier les risques. Il faut les aider à leur faire comprendre tout ce qui peut tuer l'entreprise. Parce qu'il y a un moment, on va en parler tout à l'heure, on se demande dans quel risque je veux être. On dit what business do you want to be in? Ça, c'est McKinsey. On dit aussi what risk do you want to be in? Vous voulez être quoi? Une compagnie non-investment grade avec un rating très bas, beaucoup de dettes, ce qu'on appelle un high yield, junk, ou vous voulez être une compagnie AAA, quoi? Oh, il n'y a rien qui est bien, ou il n'y a rien qui est mal. Il faut juste savoir ce qu'on veut être, et en fonction de ça, on va fonder toutes nos décisions financières et opérationnelles. Et ça s'appuie toujours sur cette théorie des fonds propres. Plus de risques, plus de fonds propres, moins de risques, plus de dettes. Donc, cette quantification, eh bien, crée des règles de décision économique. Et ça vient de quoi? Ça vient de la compréhension des marchés financiers. Alors, la première fois que je suis allé au board de Gemalto, j'étais dans l'avion pour Francfort, parce que ça se passait chez la famille Quant, qui possède aussi une partie de BMW. Et puis, dans l'avion, je me disais, Jacques, c'est ton premier board. Ça faisait 15 jours que j'étais chez Gemalto. Il y avait également un fonds d'investissement très important. Et je me disais, tu parles trop. Premier board, il faut écouter. Et puis, voilà qu'on parle d'une acquisition de 900 millions d'euros, qui était un peu grosse. Et moi, je dis non au comité des acquisitions. Non, c'est trop gros. Non. Il faut lever 100% de fonds propres en face, aller au marché. Donc, grosse discussion avec le fonds d'investissement qui a l'habitude, en private equity, de faire des levées avec énormément de dettes. Et il me demande, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comment vous calculez? Donc, c'était mon premier board. Et là, je réponds, écoutez, les techs, c'est une tech, les comparables, regardez-les, elles sont toutes net cash. Pas de dette. Elles ont de la dette, mais elles ont plus de cash que de dette. Ensuite,
j'ai trouvé dans les tiroirs de mon prédécesseur des documents qui venaient de banquiers qui avaient travaillé dans les agences de rating et qui expliquaient que, compte tenu de notre risque opérationnel, qui est celui d'une tech, une Ferrari, qui accélère très vite et puis qui peut aller dans le décor très vite aussi, eh bien, il fallait ne pas avoir de dette nette, il fallait être net cash. Et puis, moi, j'ai fait des calculs qu'on appelle, entre guillemets, distance to default, des nombres d'écart types, c'est-à-dire calcul compte tenu du risque. Est-ce qu'on est loin ou pas loin de la faillite? Quelle est notre probabilité de faillite? Donc, j'ai fait ces calculs de probabilité de faillite et ça dit la même chose. Et là, le grand patron du fonds d'investissement, qui est un homme redoutable, un avocat américain qui fait peur à tout le monde, il y a du sang sur les murs, tout le monde se tait quand il parle. Il m'a dit, écoutez, vous avez droit d'emprunter 2 fois l'EBITDA. Ça paraît pas beaucoup, 2 fois l'EBITDA, mais il ne faut pas oublier que c'est une tech. Heureusement, il y a eu un break. Comme ça, je n'ai pas eu besoin de m'en faire un ennemi mortel à jamais, parce qu'il m'aurait tué quand il voulait après. Et là, pendant le break, je suis allé le voir et je lui ai dit, monsieur, 2 fois l'EBITDA, figurez-vous qu'on a une ligne de crédit qu'on pourrait tirer. 2 fois l'EBITDA, c'était en anglais. C'est pas termination. C'est pas que vous devez faire une croix sur la ligne et si vous avez tiré dessus, rembourser. Non, c'est pas ça. C'est default, cross-default, acceleration. Ça veut dire, eh bien, vous êtes en situation de banqueroute vis-à-vis du créancier, de la ligne, vis-à-vis de tout le monde et instantanément. Voilà ce que ça veut dire. Alors, comment on fait? On en reparle dans les minutes du board? Non, on n'en parle plus. L'acquisition était morte. Voilà juste un petit épisode. J'en aurais des milliers à raconter. Un petit épisode. Comment ça se passe? Comment traiter avec le board? Ça n'est pas facile. Il faut une base technique. Il faut comprendre ce qui se passe avec les marchés. Il faut être responsable personnellement. Ce n'est pas le robot qui va déterminer si on peut emprunter 2 fois l'EBITDA ou pas. Il faut avoir lu tous les contrats juridiques. C'est la première chose que doit faire un CFO quand il arrive dans une entreprise. Mais il doit demander aussi à son board quel est le risque que vous supportez. Est-ce que vous voulez être un triple B? Triple B minus, probabilité de faillite 0,3% sur une année. Mathématiquement, un certain nombre d'écarts types, 2,75. Ou bien vous voulez être single A, probabilité de faillite 0,06% sur une année. Eh bien, cette décision, moi je veux être un triple B minus, je veux être un triple B plus, parce que je suis 3 nœuds au-delà du non-investment grade et j'ai de la dette cotée, je suis coté aussi pour mon equity, c'est-à-dire pour mes actions. Donc je veux vraiment être pas tout près de la ligne jaune. Cette décision-là va déterminer, premièrement, quel est mon coût des fonds propres, celui que je vais utiliser dans mes décisions d'investissement. Deuxièmement, quand je lève une dette à 10 ans, c'est pas pareil qu'une dette à 1 an. Il y a un peu ce qu'on appelle de l'equity content, il y a un aspect fonds propres. Si je lève une dette subordonnée, il y a un rapprochement vers les fonds propres. Ça remplace un peu de capital, on appelle ça du capital contingent. D'accord? Donc, tout va découler de cette décision. What risk do I want to be in? Quel est le niveau? Moi, je veux que cette entreprise soit un single A minus ou qu'elle soit un triple B minus ou autre chose. Tout va découler de là. C'est très, très important. On a affaire également à un problème de communication. L'equity story, c'est-à-dire quand vous parlez des actions, vous parlez de l'entreprise à des investisseurs, actions, ce n'est pas du tout pareil que quand vous parlez solvency à des investisseurs en bonds, en obligations. C'est tout à fait différent. Il faut s'adapter. Ça aussi, je ne sais pas comment c'est robotisable, s'adapter à ses interlocuteurs. C'est quelque chose qui est très très important pour un CFO quand il est en face des opérationnels, quand il est en face de ses prêteurs, quand il est en face de ses actionnaires, quand il est en face du board. Et les actionnaires, on va en reparler après dans la communication externe, parce que c'est tout à fait important de savoir ce qu'on leur dit et où est-ce qu'on va avec eux. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'actionnaires.
Juste avant, parce qu'avant de parler aux actionnaires, il faut savoir qui on est. Je voudrais vous dire 2 mots sur les valeurs du CFO, parce que vous ne pouvez pas agir si vous n'avez pas un référentiel de valeurs. Hein. Par exemple, quand j'étais jeune trader, eh bien, on me disait, si tu as $1 milliard à vendre, tu ne vas pas vendre 100 millions à 10 banques. Et elles vont toutes se retrouver chez le broker. Et on ne t'oubliera jamais, parce qu'elles vont toutes perdre de l'argent. Tu vas avoir une banque et tu écoules $1 milliard tranquillement avec elle, en le lui disant. Ça ne se fait pas. On apprend dans tous les métiers un certain nombre de principes sur ce qui fait et ce qui ne se fait pas. Donc, pour le CFO, j'ai essayé de vous résumer ça. Je voudrais vous dire que pour moi, la première valeur du CFO, c'est qu'il est au service de l'entreprise. Alors, il peut faire ça comme un flic, il peut faire ça comme un pédagogue, mais il est d'abord au service de l'entreprise. Il doit utiliser des méthodes d'évaluation correctes. Si ce n'est pas correct, on va faire par exemple un plan de redressement avec un plan social. On va actualiser, on va dire « ah bah oui, il faut le faire, on a actualisé avec le coût de la dette ». Ben non, c'est une erreur. Ça bouffe des fonds propres, un plan social. 100% de fonds propres. Et le WACC, jetez-le à la poubelle. Il ne vaut rien du tout sur une décision comme celle-là. Donc attention, si j'ai mis à la porte des mères de famille, des pères de famille qui travaillent et j'ai détruit en même temps de la valeur actionnariale, c'est quand même très très grave. Derrière les décisions, il y a une quantification. Si elle n'est pas juste, si on utilise des mauvaises méthodes d'évaluation, si on n'est pas rigoureux, ben c'est très grave. Ça nous rattrapera un jour. Le challenge, pas le budget. Hein, remettre le budget chaque année, on n'est pas dans une administration. Dans le privé, ça n'existe pas. À la fin, on ne consomme pas les réserves. On essaye de faire un budget base zéro. Pour moi, c'est une valeur. Il faut s'adapter aux activités. Un contrôleur hardware, ce n'est pas pareil qu'un contrôleur software. On peut être les deux, on peut passer par les deux, on peut faire les deux ensemble. Il faut faire attention, il faut savoir mettre les bonnes personnes aux bons endroits dans une équipe, dans une entreprise. C'est ça, manager des experts. Il faut avoir le respect des contreparties. C'est l'exemple des banques que je vous prenais tout à l'heure. Mais, par exemple, une banque vient vous proposer un produit financier. Elle est la première. Il ne faut pas aller expliquer ce produit à une autre banque. Et elle est la première. Si vous le faites, c'est normal de le faire avec elle et pas avec une autre. Sinon, ce n'est pas juste. Il faut faire attention à ça. Sinon, c'est toute l'entreprise qui prend une mauvaise réputation. Et une mauvaise réputation, ça coûte toujours cher un jour. Il faut prendre également beaucoup de respect pour ceux qui prennent des risques sur l'entreprise. Un banquier qui vous prête de l'argent, qui vous donne des lignes de crédit, il mérite d'être mieux traité dans les acquisitions quand vous allez choisir, évidemment à qualité égale, parce que quelquefois, ils ne savent pas bien faire forcément le métier de fusion-acquisition. Mais c'est important de savoir ce qu'ils peuvent attendre de vous et de donner l'ascenseur, de donner la réciprocité. Payer un fournisseur à l'heure, c'est important aussi. Respecter les stakeholders, hein, c'est bien sûr les autres parties sociales, c'est bien sûr l'environnement, la pollution, c'est beaucoup de choses, les stakeholders, mais c'est très important de les respecter, donc respect des contreparties. Et puis je crois que le CFO a une mission également de participation au façonnage de l'éthique de son entreprise et des valeurs de son entreprise. Donc il a des valeurs financières spécifiques, mais ces valeurs, elles doivent déteindre. J'aimerais vous parler également rapidement de la communication financière, de la communication externe. On a comme en finance, chez les financiers, il y a des bons et des mauvais, pardonnez-moi. Hein, il y a ceux qui ont une éthique de l'entreprise et ceux qui veulent la démolir. Vous prenez des shorts. Moi, j'ai vécu des attaques très fortes avec des shorts. Donc, je n'ai rien contre le short, c'est-à-dire celui qui vend votre action sans la posséder, donc il l'emprunte, et il espère la racheter un jour moins cher. C'est normal, je comprends. Mais si on emploie des moyens déloyaux, si on va dénigrer l'entreprise à tort, si on va la calomnier, si on va faire les pires pièges
si on va appeler ses clients en leur disant « je fais une enquête, pourquoi vous travaillez avec un tel, avec cette entreprise, parce qu'ils sont plus chers que les autres, on voudrait comprendre ». Des bêtises comme ça. Donc vous pouvez subir des attaques parce que leur objectif, c'est que vous valiez le moins possible. C'est votre destruction, leur objectif. Vous voyez? Donc il y a des financiers qui sont mauvais. Il y a une part d'ombre qu'il faut reconnaître dans la finance. Donc le CFO, il faut aussi qu'il lutte avec ça. Je veux dire, ce n'est pas non plus cocher les cases là-dessus. Il faut une part de jugement, il faut une part de discussion. Même les activistes. Un activiste long, vous pouvez vous dire, c'est bien, il veut que le cours monte, il veut que le cours bouge. Mais en réalité, si son objectif, c'est faire juste quelques mesures rapides qui sont annoncées au marché pour s'en aller ensuite et quitter votre capital, c'est pas normal. Vous voyez? Donc, on a affaire à ces gens-là. On a affaire aux autorités de régulation avec qui il faut discuter, qui ont énormément de pouvoir, qui sont capables de vous envoyer en prison, de vous faire des amendes personnelles, et il y a de bonnes raisons pour ça d'ailleurs. Eh bien, ça aussi, ça exige énormément de discernement. Je voudrais traiter un dernier sujet rapidement, qui sont les limites de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle le big data. Je pense que le CFO augmenté est effectivement redoutablement plus efficace, mais que ça ne suffit pas. Il faut penser, c'est pas seulement calculer. Penser, c'est mesurer, c'est trier, c'est regarder le long terme, regarder le court terme. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes choses. C'est être capable de discerner entre le bien et le mal pour la société, pour une communauté, pour une personne, sauf à créer un monde de robots déshumanisés. Je pense que sans questionnement éthique des décisions financières et des décisions opérationnelles, l'humain disparaît. Il n'y a pas que la raison, il y a aussi la volonté. La volonté, ça a à voir avec la décision. Il y a le cœur. Le cœur, ça a à voir avec l'empathie. Ce n'est pas parce qu'on est CFO qu'on n'a pas le droit d'aimer les gens à l'extérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. Pour moi, c'est très important. Et l'homme est une liberté, et cette liberté, elle se construit, et elle se construit, pour moi, uniquement dans un cadre relationnel. Donc, ce n'est pas la voix passive, ce n'est pas le robot, ce n'est pas le « on », ce n'est pas le « il a été décidé que ». Hein, ça n'empêche pas d'être très dur, quelquefois, parce que les faits sont très durs. Et quand la rentabilité n'est pas là, il faut couper, malheureusement. Mais la relation ne doit pas disparaître, et il faut que tout le monde comprenne. On doit s'expliquer, on doit comprendre. Encore une fois, la pédagogie est très importante. Et il n'y a pas longtemps, j'écoutais un débat dans lequel il y avait Boris Cyrulnik et il y avait Yuval Noah Harari qui a écrit Homo Deus. Vous savez, c'est très très intéressant ce livre qui traite justement de la robotisation, qui traite de l'humanité complètement augmentée, des changements génétiques, des puces dans le cerveau et tout le reste pour ne plus avoir besoin d'apprendre une langue étrangère. Tout ça, c'est très intéressant. Et on le voit arriver en plus. Hein, il part de choses qui sont réelles, qu'on voit de plus en plus. Et Boris Cyrulnik lui disait, mais où est la surprise? La surprise, le hasard, vous ne l'empêcherez pas. Ça existera toujours. Ça surprendra toujours l'homme. Le robot, n'en parlons pas. On a besoin d'être un homme pour faire face à la surprise, pour faire face au hasard. Et je pense que le calcul algorithmique est contraint, alors que le cerveau, lui, ne l'est pas. En conclusion, donc, dernier slide, c'est simple. J'ai qu'un mot à dire, je l'ai dit en anglais, parce que je trouve que ça représente bien ce qu'on attend du CFO, c'est-à-dire, pour faire le portrait robot du CFO, celui qu'on ne peut pas robotiser, pour moi, c'est draw the line. Ça veut dire que c'est lui qui doit être une conscience, c'est lui qui doit montrer où on va, c'est lui qui doit challenger,
Parce que moi, je suis incapable dans mon domaine. Je ne connais pas le business de la carte SIM, je connais très mal le business de la carte bancaire, je connais très mal les softwares, l'encryption pour les bases de données, je connais tout ça très mal. Par contre, j'essaye de comprendre et je questionne. Et je pense que le questionnement permet véritablement d'avoir une relation avec les opérationnels et de faire atterrir un bon sens dans nos décisions. Et ça, ce n'est pas le robot qui peut le faire. Donc si je veux résumer ce que j'attends moi du CFO, de moi-même, décider sur les risques, c'est vraiment la première chose. C'est ça, le risque, le hasard, qui fait qu'on ne peut pas robotiser le CFO, même si on peut l'augmenter considérablement et de plus en plus. Le paramétrage des règles de décision économique, combien je compte de fonds propres aux clients, combien je compte de fonds propres au goodwill, sur une plantation dans le Mato Grosso, combien je vais attendre de rentabilité. Le business partner qui insuffle un esprit de progrès dans l'entreprise. La compliance qui est un dû, ça on n'y échappe pas et il faut passer par never explain, never complain, les règles, il faut cocher les cases. Les valeurs, le libre arbitre, la conscience du CFO, la communication, la persuasion, les valeurs, le management. Moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, en conclusion, c'est ne réduisons pas le CFO à sa fonction. Le CFO, c'est une personne. C'est une personne qui a une conscience. Il faut faire attention que le CFO augmenté, ce que je suis, ce que vous êtes aussi, parce qu'on est tous augmentés, eh bien, ça ne devienne pas une personne diminuée. C'est vraiment le message que je veux vous passer, que le CFO augmenté ne devienne pas une personne diminuée. Je vous garantis que ça arrive. Grâce aux IFRS en particulier, grâce au système de gestion que nous avons, grâce au système de compliance. Je pense que l'humanité et les interactions sont très importants dans la vie du CFO. Je dirais que tout ça, ça aide à créer ce qui me paraît être l'actif immatériel le plus important du CFO, la confiance. C'est fondamental. Et vous ne ferez jamais confiance vraiment totalement à un robot, vous ferez confiance à un homme, vous ferez confiance à une personne. Et pour moi, draw the line, ça veut dire leadership, ça veut dire qu'on a confiance en vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur la robotisation du CFO aujourd'hui. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que on est tous ravis de l'exposer. On a devant nous que des CFO qui sont déjà tous augmentés à avoir écouté cet exposé, parce qu'on va tous en tirer parti. Vous avez parlé du CFO qu'on ne doit pas réduire à sa fonction. Il va y avoir des questions. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de CFO que vous auriez rencontré qui s'était réduit à sa fonction et qui finalement a créé la misère autour de lui? Oui, le CFO flic qui est contre tout, pour qui les opérationnels sont des crétins qui font tout mal. Et oui, j'en ai rencontré. Et des personnes qui, dès qu'il y a un problème, veulent mettre tout le monde à la porte et sont des héros d'avoir jeté tout le monde à la porte et qui pensent qu'il ne faut pas dépenser un sou, et alors qu'il faut savoir investir, il faut savoir prendre des risques, mais à bon escient. Il faut challenger celui qui cause les cases avec le budget. Voilà, le budget, vous aurez la même chose que l'année dernière, plus ou moins 5%, plus 3%, qui ne s'interroge pas comment on pourrait faire autrement, pourquoi, qui ne pose pas de questions et qui dit c'est comme ça, et voilà. Oui, ça existe. Je suis sûr que vous en avez rencontré tous, d'une manière ou d'une autre. La pensée incrémentale, c'est ce qu'on appelle la pensée incrémentale, le petit plus, le petit plus, le petit plus. Qui fait qu'on arrive à une bêtise à la fin. Voilà, une catastrophe. Comme dans le film Le Sucre. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des témoignages? Profitez de la présence de Jacques.
Allez-y, réveillez-vous, vous êtes augmenté. Oui, j'espère que j'ai endormi personne. 2018 pour Objectif 4, donc à partir de ce soir, on va commencer, c'est l'année du CFO augmenté. Hein, donc on a décidé ça, donc on voulait donner la primeur à Jacques. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des choses que vous voulez ajouter ou des témoignages? Soyez pas intimidés. C'est vrai qu'il y a la caméra, mais elle est sur Jacques. Alors, vous pouvez poser vos questions. Juste une remarque, est-ce que vous avez rencontré là, des DAF, des CFO éparpillés, c'est-à-dire ceux qui font un peu de tout dans l'entreprise, ils sont dans l'informatique, dans un centre de services partagés, ils font de la trésor, ils font des achats. Est-ce que c'est... Juridique, de l'informatique, de l'audit interne. Oui, voilà. Vous faites bien d'ajouter tout ça, David, parce que c'est une très bonne question. Et oui, les CFO s'éparpillent, et c'est pour ça que j'aimerais dire que j'aime énormément mon métier, et je pense, j'ai un certain nombre d'idées, alors on va lancer un débat comme ça, à cause de votre question. Quand on me demande, je lis dans des débats des CFO qui disent « moi je m'occupe de l'intelligence artificielle, le big data c'est moi », et le marketing n'a pas bougé, donc c'est moi qui le fais. Et on attend du CFO qui s'occupe de ça, qui s'occupe de problèmes de relations humaines. Moi, je crois qu'il faut soi-même être quelqu'un de bien avant de s'occuper des relations humaines de l'entreprise. Qui veut s'occuper de beaucoup de choses, eh bien, il est hors de son métier. Je vais aller plus loin. Je suis contre, dans les profils dont on a parlé tout à l'heure, l'ancien trésorier, l'ancien auditeur. Je suis contre l'idée du CFO où vous prenez un opérationnel qui a un très haut potentiel, vous le faites passer par la fonction de CFO avec l'idée qu'il devienne le patron de l'entreprise un jour. Je suis absolument contre ça. C'est un dévoyage de la fonction. C'est un métier avec des qualités, avec des technicités. Et donc, rien que s'occuper de mes propres technicités d'audit, parce que je ne l'ai pas dit, mais maintenant il y a des systèmes experts pour auditer, en automatique, pour détecter les anomalies. Il y a énormément de... Enfin, là on est augmenté. Je n'ai pas cité tous les cas d'augmentation, mais il y en a des quantités. Donc l'audit, le contrôle de gestion à faire correctement, les IFRS à bien connaître. Je suis désolé, un bon bagage mathématique pour calculer la structure financière. Et la structure financière, elle ne s'applique pas qu'à l'entreprise, elle s'applique à cette créance client, elle s'applique à ce stock qui tourne sur 1 an ou qui tourne sur 3 mois, c'est pas pareil, c'est pas le même risque. Elle s'applique à beaucoup de choses. Elle s'applique de manière micro, elle s'applique de manière macro. Donc, il y a, pour faire bien son métier de CFO, énormément de connaissances techniques, de connaissances comportementales, de gestion d'experts aussi à avoir, pour ne pas aller commencer à s'occuper du marketing et du reste en disant qu'on attend ça du CFO. Et ça me rend malade chaque fois que je lis des revues où on dit bah oui, le CFO qui est naturellement le prochain directeur général, eh bien, il doit s'occuper de l'informatique, du big data, de tout le reste. Ben, je réponds très clairement à votre question, non. Il ne faut pas se disperser. Il y a un périmètre bien défini. Je conçois que dans des plus petites structures, un CFO soit aussi le DRH. Ça arrive, pourquoi pas, ça peut être très bien. Mais il faut que ça soit bien clair. Ce que fait le CFO, on ne peut pas attendre tout du CFO. C'est le cri du cœur. Oui. Alors, moi je ne suis pas CFO, mais je vous remercie. Alors, j'ai une remarque et une question. Je vous remercie de vos propos parce que des CFO, j'en accompagne en transition en tant qu'placeur. J'en accompagne en prise de fonction en tant que coach. Donc j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur l'équilibre que vous portez entre comportement et compétences techniques. J'aime beaucoup également les notions de hasard, de surprise et d'imprévu, parce que l'adaptabilité consiste à ça. Alors, juste pour poursuivre sur ce qui a été évoqué par vous en termes de réponse à la question précédente, il y a des CFO qui ont la DSI sous leur coupe. Demain, il y a le 24 ou le 25 mai prochain, l'obligation d'avoir un Chief Data Officer. Il dépend du CFO ou il ne dépend pas du CFO? Qu'est-ce que, chez Casino, chez Michelin ou chez Gemalto, il va dépendre de qui? Alors, chez Gemalto, ce n'est pas encore déterminé. Et je ne le saurai pas puisque j'ai quitté Gemalto jeudi soir. Il y a une semaine. Dommage.
Et chez Casino, je l'ai quitté il y a 10 ans, et Michelin, je l'ai quitté il y a plus de 15 ans, en fait. Je veux dire, grande structure, c'est peut-être à part, mais les petites structures, est-ce que... Le petit PME, c'est quoi? Dans une PME, le CFO doit rassembler beaucoup plus de fonctions, mais on ne va pas lui demander de savoir me calculer combien il y a de fonds propres sur une créance client. Par contre, chez Michelin, quand il y a un portefeuille de 5 milliards d'euros, comme il y a 10 ans, et aujourd'hui c'est peut-être 7 ou 8, ben, il faut qu'il fasse ça de manière très sophistiquée. Donc ça va dépendre de l'entreprise. Aujourd'hui, je n'ai pas répondu à votre question, le Chief Data Officer, moi je ne le mettrai pas sous le CFO. Je le mettrai chez Gemalto, par exemple, il y a un de mes collègues qui s'appelle Emmanuel Unguran, qui est patron. Alors, il est patron des usines et il est patron des data centers. Parce que les data centers, ce sont des usines numériques. Et il est patron de l'informatique, qui est au milieu et qui a besoin de travailler avec les data centers aussi, mais qui travaille aussi avec de l'informatique industrielle pour gérer les usines. Eh bien, je crois que le Chief Data Officer, il doit dépendre de mon collègue Emmanuel Unguran, qui est à la direction générale et qui coiffe les autres services dont on a parlé. Pour le moment, c'est plutôt coiffé par la DSI, le Big Data. Et effectivement, nous, on coopère avec ces gens-là. On a fait plusieurs expériences de dématérialisation de factures, par exemple, où maintenant, vous avez bien sûr des ordinateurs qui lisent des factures qui peuvent être même faites, des factures faites écrites à la main, si vous voulez, et qui vont faire tout le cycle order to cash derrière avec le paiement. Hein, donc ça, c'est de l'augmentation aussi. Mais oui, donc c'est très important. Mais nous, on va coopérer avec eux, mais on a besoin de spécialistes qui sont, eux, nos partenaires, parce qu'ils savent trouver sur le marché ce qui existe. Ils savent nous dire, dis donc, ça pourrait t'aider, ça pourrait améliorer. Alors la réponse pour une PME, ça ne va pas être du tout la même que pour une grande entreprise. Et puis, suivant la nature du business de la grande entreprise, on peut avoir des réponses complètement différentes. Le CFO d'une entreprise comme Atos, de software, il va voir les choses légèrement différentes de la façon dont je les vois. Mais ce qui est important, c'est que ça soit bien délimité, que ça soit cohérent et qu'il y ait du bon sens, qu'il y ait de bonnes raisons pour ça, pour la définition du CFO. Moi, je ne suis pas capable d'être CFO dans toutes les entreprises, même si je crois beaucoup à mon métier avec beaucoup de valeurs communes.